Quand l'extrémité relevée d'un ski rencontre l'autre, on tombe en avant. Une neige brûlante pénètre dans la Manche et on a beaucoup de mal à se relever. Kern, qui ne skiait pas depuis longtemps, fut immédiatement en sueur. Pris d'un léger tournis, il ôta son bonnet de laine qui lui chatouillait les oreilles. Il secoua de ses paupières des étincelles humides. L'atmosphère était gaie et bleu ciel devant l'hôtel aux 6 rangées de balcons. Les arbres décharnés se dressaient dans une auréole. Sur les épaules des hauteurs enneigées s'éparpillaient d'innombrables traces de ski, telles des cheveux ombrés. Et tout autour, une blancheur gigantesque filait vers le ciel et fusait librement dans le ciel. Kern gravissait la pente en faisant grincer ses skis. Ayant remarqué la largeur de ses épaules, son profil chevalin et le lustre plein de santé de ses pommettes, l'Anglaise dont il avait fait la connaissance la veille, le surlendemain de son arrivée, l'avait pris pour un compatriote. Isabelle volante, comme l'appelait la foule des jeunes gens lisses et mates au style argentin, qui étaient toujours fourrés derrière elle dans la salle de bal de l'hôtel, sur les escaliers moelleux et les pentes neigeuses dans un pétillement de poussière étincelante. Sa silhouette était légère et vive, la bouche si éclatante qu'il semblait que le Créateur, ayant pris dans sa main du carmin chaud, avait saisi la partie inférieure de son visage dans sa paume. Dans ses yeux duveteux pointait un ricanement. Comme une aile, un peigne espagnol était pris dans une vague escarpée de cheveux noirs aux reflets satinés. C'est ainsi que l'avait vu Kern la veille, quand le son assourdi du gong l'avait fait sortir de la chambre 35 pour aller déjeuner. Le fait qu'il soit voisin, le numéro de sa chambre correspondant en plus au nombre de ses années, le fait que dans la salle à manger elle fût assise en face de lui à la longue table d'hôte, elle qui était grande et gaie avec sa robe noire décolletée, un foulard de soie noire autour de son cou nu, tout cela avait paru à Kern si éloquent que la nostalgie glauque qui pesait sur lui depuis 6 mois, déjà, s'éclaircit durant quelque temps. Isabelle avait parlé la première, et il n'avait pas été surpris. Dans cet immense hôtel qui brûlait solitairement dans un ravin au milieu des montagnes, la vie palpitait piano e leggero, après les années mortes de la guerre. De plus, tout lui était permis à elle, Isabelle. Le clin en biais de ses cils, le rire qui chantait dans sa voix quand elle avait dit en passant le cendrier à Kern « Il me semble que nous sommes les seuls Anglais ici », et qu'elle avait ajouté en arrondissant vers la table son épaule transparente, prise dans un ruban noir, si l'on ne compte pas, bien entendu, la demi-douzaine de rombières, et ce type, là-bas, avec son col mis à l'envers. Kern avait répondu « Oh, vous vous trompez, je suis sans patrie. Mais il est vrai que j'ai passé de nombreuses années à Londres. » Le lendemain matin, il sentit, après 6 mois d'indifférence quotidienne, comme il était agréable d'entrer dans le cône assourdissant d'une douche glacée. À 9 heures, après avoir pris un petit déjeuner solide et raisonnable, il fit grincer ses skis sur le sable roux, dont était parsemé l'éclat nu de la petite route devant le perron de l'hôtel. Ayant gravi la pente neigeuse, en faisant des pas de canard comme il se doit pour un skieur, il aperçut au milieu des culottes à carreaux et des visages brûlants Isabelle. Elle le salua à l'anglaise, de l'esquisse d'un sourire. Ses skis ruisselaient d'un or olive. La neige enrobait les courroies compliquées qui tenaient ses pieds au bout de ses jambes puissantes, pas comme celles d'une femme, élancées dans leurs grosses bottes et leurs molletières ajustées. Une ombre mauve glissa derrière elle sur une bosse quand, après avoir mis avec désinvolture les mains dans les poches de son blouson de cuir et avoir légèrement placé en avant le ski gauche, elle fila en bas de la pente, de plus en plus vite, prise dans une écharpe flottant au vent, dans des ruissellements de poussière de neige. Ensuite, à pleine vitesse, elle tourna brusquement en pliant avec souplesse un genou, et elle se redressa pour filer plus loin, le long des sapins, le long de la surface turquoise de la patinoire. 2 adolescents en chandail bariolé et un célèbre sportif suédois, au visage de terre cuite et aux cheveux incolores tirés en arrière, filèrent à sa suite. Kern la rencontra un peu plus tard, près de la petite route bleue sur laquelle surgissaient des gens dans un léger grondement. Grenouilles en laine à plat ventre sur des luges. Isabelle fit scintiller ses skis, puis disparut, après avoir tourné derrière un évé. Et lorsque Kern, honteux de ses gestes maladroits, la rattrapa dans une combe molle, au milieu des branches enrobées d'argent, elle fit jouer ses doigts dans l'air, et en tapant ses skis, fila plus loin.
Kern resta un moment dans les ombres mauves, et soudain, comme une terreur familière, le silence souffla sur lui. Les dentelles des branches dans l'air émaillé se figeaient, comme dans un conte effrayant. Les arbres, les arabesques d'ombre, ces lui semblèrent des jouets étranges. Il sentit qu'il était fatigué, qu'il s'était écorché le talon, et en s'accrochant à des branches qui dépassaient, il rebroussa chemin. Des coureurs mécaniques flottaient sur la turquoise lisse. Au-delà, sur la pente neigeuse, le Suédois en terre cuite aidait un monsieur longiligne aux lunettes d'écaille à se remettre sur ses jambes. Celui-ci se débattait dans une poussière étincelante, tel un oiseau empoté. Comme une aile arrachée, un ski détaché du pied coula rapidement sur la pente. De retour dans sa chambre, Kern se changea, et quand les grondements assourdis du gong retentirent, il téléphona et commanda du roast-beef froid, du raisin et une fiesque de Chianti. Il ressentait des courbatures lancinantes dans ses épaules et ses cuisses. Libre à moi de la poursuivre, songea-t-il avec un ricanement nasillard. Quelqu'un fixe à ses pieds une paire de planches et jouit de la loi d'attraction. C'est ridicule. Vers 4 heures, il descendit dans la vaste salle de lecture, où l'âtre de la cheminée respirait de ses braises orangées, où des gens invisibles, dans de profonds fauteuils de cuir, étendaient les jambes sous le poids des journaux grands ouverts. Sur une longue table en chêne traînait un tas de magazines remplis de publicités pour des vêtements, de danseuses et de hauts de forme parlementaires. Kern décota un numéro déchiré du Tatler du mois de juin de l'année passée, et y contempla longuement le sourire de cette femme qui avait été son épouse durant 7 ans. Il se souvint de son visage mort qui était devenu si froid et ferme, des lettres qu'il avait trouvées dans un coffret. Il repoussa le magazine après avoir fait grincer un ongle sur le papier glacé. Ensuite, remuant lourdement ses épaules et soufflant à travers une pipe courte, il se rendit dans l'énorme véranda couverte où un orchestre jouait frileusement, alors que des gens aux écharpes vives buvaient du thé fort, prêts à filer de nouveau dans le ciel, sur les pentes qui frappaient les grandes vitres de leur éclat vrombissant. De ses yeux scrutateurs, il examina la véranda. Un regard curieux le transperça, comme une aiguille qui touche le nerf d'une dent. Il se retourna brusquement. Dans la salle de billard où il était entré en tapinois, après avoir poussé avec souplesse la porte en chêne, Montefiori, un petit homme roux et pâle qui n'admettait que la Bible et le carambolage, se pencha vers la toile émeraude et visa une boule en faisant glisser en avant et en arrière une queue de billard. Kern avait fait sa connaissance quelques jours plus tôt, et celui-ci l'avait aussitôt abreuvé de citations des Saintes Écritures. Il disait écrire un gros ouvrage où il démontrait que si l'on appréhendait d'une certaine façon le livre de Job, alors... Mais Kern n'avait pas écouté davantage, car son attention s'était soudain tournée sur les oreilles de son interlocuteur. Pointu, fourré de poussière canarie et avec du duvet roux aux extrémités. Les boules s'entrechoquèrent, se dispersèrent. Montefiori proposa une partie après avoir soulevé ses sourcils. Il avait des yeux tristes, légèrement globuleux, comme ceux d'une chèvre. Kern était sur le point d'accepter. Il frotta même l'extrémité d'une queue avec la craie, mais il ressentit soudain une vague d'ennui sauvage qui faisait geindre son estomac et bourdonner ses oreilles. Il prétexta des courbatures dans le coude et regarda furtivement par la fenêtre la lueur sucrée des montagnes, puis il revint dans la salle de lecture. Là, les jambes croisées et son soulier verni tressaillant, il contempla de nouveau la photo gris-perle, les yeux d'enfant et les lèvres ombrées d'une beauté londonienne, sa défunte épouse. La première nuit qui avait suivi sa mort volontaire, il était parti à la recherche d'une femme qui lui avait souri au coin d'une rue brumeuse. Il se vengea de Dieu, de l'amour, du destin. Et maintenant, cette Isabelle avec une vague de rouge à la place de la bouche, si seulement il pouvait... Il serra les dents. Les muscles de ses robustes pommettes se contractèrent. Toute sa vie passée se présenta à lui comme une série mouvante de paravents multicolores qui le protégeaient des courants d'air cosmiques. Isabelle. Un dernier lambeau criard. Combien y en avait-il déjà eu de ces chiffons de soie, comme il s'était efforcé d'en recouvrir le gouffre noir? Les voyages, les livres de couverture tendre,
7 années d'un amour exalté. Il se boursouflait ses lambeaux, à cause du vent dehors ils se déchiraient, tombaient l'un après l'autre. Mais il était impossible de cacher le gouffre. L'abîme respire, il aspire. Il l'avait compris quand l'inspecteur aux gants de daim... Karn sentit qu'il se balançait en avant et en arrière, et qu'une pâle demoiselle aux sourcils roses le regardait derrière son magazine. Il prit le Times sur la table, ouvrit les pages gigantesques. Un voile de papier au-dessus de l'abîme. Les gens inventent des crimes, des musées, des jeux à seule fin de se cacher de l'inconnu, du ciel vertigineux. Et maintenant cette Isabelle. Après avoir rejeté le journal, il s'essuya le front avec son énorme poing, et remarqua de nouveau un regard étonné posé sur lui. Il sortit alors lentement de la pièce, le long des jambes qui lisaient, le long de l'âtre orangé de la cheminée. Il s'égara dans les couloirs sonores, se retrouva dans un salon où les pieds blancs des chaises recourbées se reflétaient sur le parquet. Un vaste tableau était suspendu au mur. Guillaume Tell transperçant une pomme sur la tête de son fils. Puis il examina longuement son lourd visage rasé, les filaments de sang dans le blanc de ses yeux, le nœud de sa cravate à carreaux. Dans le miroir qui brillait dans les toilettes lumineuses où l'eau gargouillait musicalement, et où un mégot doré, jeté par quelqu'un, flottait dans les profondeurs de la porcelaine. Derrière les fenêtres, les neiges s'éteignaient et bleuissaient. Le ciel prenait une couleur tendre. Les vantaux de la porte tournante de l'entrée du vestibule, plein de vacarme, luisaient lentement et laissaient entrer des nuages de buée et des gens au visage resplendissant qui s'ébrouaient, fatigués des jeux dans la neige. Les escaliers respiraient de pas, d'exclamations et de rires. Puis l'hôtel fut mort. On se changeait pour le dîner. Kern, qui somnolait vaguement dans un fauteuil, dans l'obscurité de sa chambre, fut réveillé par le grondement du gong. Ravi de sa soudaine allégresse, il alluma la lumière, fixa les boutons de manchette de sa chemise tout juste empesés, sortit de la presse grinçante son pantalon noir aplati. 5 minutes plus tard, sentant une fraîche désinvolture, la masse compacte de ses cheveux sur le haut de son crâne, chaque ligne de ses vêtements impeccables, il descendit dans la salle à manger. Isabelle n'était pas là. On servit la soupe, le poisson. Elle ne venait pas. Karn regarda avec dégoût les jeunes gens mat, le visage briqueté d'une vieille avec une mouche qui dissimulait un bouton, le petit homme aux yeux de chèvre, et il fixa d'un air maussade la pyramide bouclée des jacinthes dans un pot vert. Elle arriva seulement quand les instruments nègres se mirent à battre et à hurler dans le salon où Guillaume Tell était accroché. Elle sentait le givre et le parfum. Ses cheveux semblaient humides. Quelque chose dans son visage surprit Kern. Elle eut un sourire éclatant alors qu'elle ajustait un ruban noir sur son épaule transparente. « Oh, vous savez, je viens de rentrer. J'ai à peine eu le temps de me changer et d'avaler un sandwich. » Kern demanda. « Mais vous avez vraiment fait du ski jusqu'à maintenant ? Il fait complètement nuit. » Elle le regarda fixement, et Kern comprit ce qui l'avait frappé. Les yeux. Ils scintillaient comme s'ils étaient couverts de givre. Isabelle glissa doucement sur les voyelles moelleuses de sa langue anglaise. « Bien sûr. C'était étonnant. Je filais sur les pistes dans l'obscurité, et je m'envolais des ressauts, droit vers les étoiles. »« Vous auriez pu vous tuer, » dit Kern. Elle répéta, en fronçant ses yeux duveteux. « Droit vers les étoiles. » Et elle ajouta, en faisant étinceler sa clavicule nue, « Et maintenant je veux danser. » L'orchestre nègre éclata et entama une mélodie. Des lanternes japonaises flottaient, multicolores. Sur la pointe des pieds, en faisant des pas rapides ou bien alanguis, la main serrée contre sa main, Kern était tout près d'Isabelle. Un pas, et sa jambe élancée s'appuyait sur lui. Un pas, et elle lui cédait la place en souplesse. Le froid parfumé de ses cheveux lui chatouillait la tempe. Sous le plat de sa main droite, il sentait les souples modulations de son dos dénudé. Retenant sa respiration, il entrait dans des abîmes sonores, glissait de nouveau de mesure en mesure. Autour de lui flottaient les visages tendus des couples gauches, des yeux distraitement débauchés. Et le chant glauque des cordes était interrompu par les coups de baguette barbares. La musique accéléra, enfla, éclata,
et se tut. Tout le monde s'arrêta, puis on applaudit en demandant que la même danse continue. Mais les musiciens décidèrent de reprendre leur souffle. Kern, qui avait sorti de sa manchette un mouchoir pour s'essuyer le front, suivit Isabelle qui se dirigeait vers la porte en agitant un éventail noir. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre sur une des larges marches de l'escalier. Isabelle dit, sans le regarder, « Excusez-moi, j'avais l'impression d'être encore dans la neige, dans les étoiles. Je n'ai même pas regardé si vous dansez bien. » Kern jeta vers elle un regard trouble, et c'était comme si elle était plongée dans ses pensées lumineuses, des pensées qui lui étaient inconnues. Un peu plus bas, un jeune homme vêtu d'une veste très étroite était assis sur une marche avec une demoiselle décharnée qui avait un grain de beauté sur l'omoplate. Quand la musique reprit, le jeune homme invita Isabelle pour un Boston. Kern dut danser avec la demoiselle décharnée. Elle sentait une odeur acide de lavande. Des rubans de papier de couleur s'en mêlèrent dans la salle, gênant les danseurs. L'un des musiciens s'était collé une moustache blanche, et Kern, on ne sait pourquoi, eut honte pour lui. Quand la danse fut terminée, il laissa tomber sa partenaire et fila à la recherche d'Isabelle. Elle n'était nulle part, ni au buffet, ni dans l'escalier. Bien sûr, elle dort, songea brièvement Kern. Dans sa chambre avant de se coucher, il ouvrit le rideau, il regarda la nuit en ne pensant à rien. Il y avait le reflet des fenêtres sur la neige sombre devant l'hôtel. Au loin, les cimes métalliques des montagnes voguaient dans une lueur sépulcrale. Il eut l'impression d'avoir regardé la mort. Il tira soigneusement les rideaux, afin que pas le moindre rayon de lune ne puisse pénétrer dans la chambre. Mais après avoir éteint la lumière, il remarqua depuis son lit que le rebord de l'étagère en verre brillait. Il se leva alors, et s'affaira longuement près de la fenêtre en maudissant ces éclaboussures de lune. Le sol était froid comme du marbre. Quand Kern ferma les yeux après avoir défait la ceinture de son pyjama, des pentes glissantes s'écoulèrent en dessous de lui. Et son cœur se mit à battre bruyamment, comme s'il s'était tu toute la journée et qu'il profitait maintenant du silence. Il eut peur d'écouter ses battements. Il se souvint comme une fois, avec sa femme, il passait à côté d'une boucherie par un jour très venteux, et sur un crochet se balançait une carcasse de bœuf qui cognait contre le mur avec un bruit sourd. Exactement comme son cœur maintenant. Sa femme fronçait les yeux à cause du vent, en tenant son large chapeau, et elle disait que la mer et le vent la rendaient folle, et qu'il fallait partir, partir. Kern se retourna prudemment, afin que sa poitrine n'éclate pas à cause de coups distincts. Impossible de continuer ainsi, marmonna-t-il dans son oreiller, en ramenant ses jambes contre lui à cause de son angoisse. Il se mit sur le dos en regardant le plafond, où les rayons qui s'étaient faufilés formaient des traces blanches, comme des côtes. Quand il fronça de nouveau les yeux, de douces étincelles volèrent devant lui, puis des spirales transparentes qui se dévissaient sans fin. Les yeux enneigés et la bouche enflammée d'Isabelle surgirent, et de nouveau des étincelles, des spirales. Son cœur se serra un instant en une boucle acérée. Il se gonfla, et il cogna. Impossible de continuer ainsi, je deviens fou. À la place de l'avenir, il y a un mur noir. Il y a rien. Il crut voir des rubans de papier glisser sur son visage. Ils bruissent subtilement et se déchirent. Et les lanternes japonaises déversent une houle colorée sur le parquet. Il danse et il avance. Faudrait la desserrer comme ça, l'ouvrir, et ensuite, et la mort se présenta à lui, comme un songe lisse, une chute molle. Ni pensée, ni battement de cœur, ni courbature. Les côtes lunaires sur le plafond avaient imperceptiblement changé de place. Des pas résonnèrent doucement dans le couloir, un verrou claqua quelque part, une légère sonnerie s'envola, et de nouveau, des pas de toutes sortes, marmonnements de pas, balbutiements de pas. Cela veut dire que le bal est terminé, pensa Kern. Il retourna l'oreiller, étouffant. Maintenant, l'énorme silence se figeait tout autour. Seul son cœur chancelait, serré et oppressant. Kern trouva à tâtons la carafe sur la table de nuit. Il avala une gorgée au goulot.
L'eau glaciale ruissela et brûla son cou, une clavicule. Il se mit à se rappeler les moyens de s'endormir. Il imagina des vagues qui se précipitaient régulièrement sur le rivage, puis des moutons gros et gris qui traversaient lentement une haie. Un mouton, un deuxième, un troisième, et Isabelle dort dans la chambre voisine, pensa Kern. Isabelle dort dans son pyjama jaune, probablement. Le jaune lui va bien, une couleur espagnole. Si je grattais le mur avec un ongle, elle l'entendrait. Ces intermittences. Il s'endormit à l'instant où il commençait à se demander s'il valait la peine d'allumer la lampe et de lire quelque chose. Il y a un roman français qui traîne sur le fauteuil. Le coupe-papier en ivoire glisse, coupe les pages. 1, 2. Il se réveilla au milieu de la pièce. Il se réveilla à cause d'un sentiment de terreur insoutenable, cette terreur qui l'avait fait tomber de son lit. Il avait rêvé que le mur près duquel se trouvait le lit s'était mis à s'écrouler lentement sur lui, et il s'était écarté d'un bond, en soupirant convulsivement. Kern se mit à chercher la tête du lit à tâtons, et l'ayant trouvée, il se serait rendormi aussitôt, s'il n'y avait eu un bruit qui avait retenti derrière le mur. Il ne comprit pas tout de suite d'où venait ce bruit, et comme il avait tendu l'oreille, sa conscience qui allait glisser sur la pente du sommeil s'éclaircit brusquement. Le bruit se répéta, et il y eut un déferlement épais de cordes de guitare. Kern se souvint qu'Isabelle était en effet dans la chambre voisine. Aussitôt, comme en écho à ses pensées, son rire éclata légèrement derrière le mur. 2 fois, 3 fois la guitare trembla et se répandit. Et ensuite, un aboiement étrange et saccadé retentit, puis se tut. Kern assis sur le lit dressa l'oreille, surpris. Il se représentait un tableau absurde. Isabelle avec une guitare et un dogue immense levant vers elle des yeux pleins de bonheur. Il plaqua de nouveau son oreille contre le mur froid. L'aboiement retentit, la guitare cliqueta comme sous l'effet d'une pichenette, et un bruissement incompréhensible s'éleva par vagues, comme si là, dans la pièce voisine, un vent énorme s'était mis à tournoyer. Le bruissement s'étira en un doux sifflement, et la nuit s'emplit de nouveau de silence. Puis les battants se heurtèrent. Isabelle fermait la fenêtre. Elle est inlassable, songea-t-il. Un chien, une guitare, des courants d'air glacial. Tout était calme maintenant. Isabelle, après avoir éconduit les bruits qui égayaient sa chambre, s'était probablement couchée. Elle dormait. « J'y comprends rien, chez moi il n'y a rien. Au diable !» Il s'enfuit dans l'oreiller. Une fatigue de plomb lui pesait sur les tempes. Il y avait dans ses jambes une angoisse, des fourmis insupportables. Il grinça longuement dans l'obscurité, en se retournant lourdement. Les rayons sur le plafond s'étaient éteints depuis longtemps.